Ils sont de moins en moins nombreux. Les Français les aiment, leur cherchent des conjoints, mais leur demandent aussi des comptes. Qui sont-ils? De quoi est fait leur quotidien? Pourquoi exercent-ils ce métier? Et d'ailleurs, est-ce vraiment un métier? Les agriculteurs nous nourrissent, façonnent nos paysages. Pour mieux les comprendre et mieux apprendre à les aimer, on va prendre le petit déjeuner avec eux et essayer de mettre nos pieds dans leurs bottes. La maison Quintard fait figure d'ovni agricole en Aveyron. Sur une partie de territoire à dominante bovine, on retrouve, dans ce joli coin de verdure, des poules pondeuses et des volailles de chair. Derrière ces volatiles, il y a une famille, 4 frères et sœurs, associés dans cette entreprise. Benoît est le premier à avoir rejoint la ferme familiale à la fin des années 90. Quand il nous raconte l'évolution de son exploitation, sur près de 30 ans, on comprend que sans des parents audacieux soutenant tous les projets de leurs enfants, cela n'aurait pas été aussi serein. Audacieux, Benoît l'est aussi, quand il s'agit de convaincre ses parents de certains de ses choix en leur organisant des vacances à orientation agricole. Même si ses productions ne sont pas typiques du territoire, Benoît est viscéralement attaché à ce dernier et à l'économie. Il est fier aujourd'hui d'avoir créé 7 emplois salariés sur sa commune rurale. Un matin de mars baigné par les premiers soleils printaniers, nous avons parlé réseau, sens et convivialité. Allez, on essaie ses bottes ? Bonjour Benoît. Bonjour Mathilde. Je te remercie de m'accueillir à ton petit-déj, ça me fait très plaisir, ça fait longtemps que j'avais envie d'enregistrer un épisode avec toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Alors, Benoît Quintard, 46 ans, je suis papa de 2 enfants, Hugo et Léa. Je suis installé depuis bientôt en 99, donc ça fait un peu plus de 20 ans, voilà. Et moi aussi, ça me fait plaisir de t'accueillir. Puis je suis donc bien sûr agriculteur avec mes 2 sœurs et mon frère à Saint-Félix-de-Lunel sur 2 productions atypiques pour l'Aveyron qui sont la volaille et les poules pondeuses en production principale, donc tout ça en démarche circuit court. Et ensuite une activité aussi bovine à côté, un troupeau de limousines en système broutard sélection, voilà, sur une centaine d'hectares. Tu dirais que t'es quel agriculteur? Quel agriculteur? Je suis un agriculteur ancré dans mon territoire, ancré dans l'Aveyron, dans sa culture, dans son état d'esprit, dans ses valeurs. Mais je suis aussi très attentif et très ouvert à ceux qui m'entourent. Je suis très curieux finalement de l'économie de mon territoire au sens large, dans toutes ses dimensions, et pas qu'agricole. Et d'ailleurs, à travers mes quelques responsabilités, c'est aussi ça que j'ai pu retrouver, c'est cette transversalité de l'économie aveyronnaise. Et donc ça, c'est pour moi, c'est un équilibre important entre bien sûr mon métier d'agriculteur, mes engagements et ma vie familiale. Voilà, donc je suis ce type d'agriculteur là, mais vraiment tourné vers les autres et vers l'extérieur. Et en plus, je dirais que nos productions sur l'exploitation nous demandent d'être tournés vers l'extérieur, vers le client, vers le consommateur, Ouais, on y reviendra vers le citoyen. Voilà. Comment vous commercialisez? Question rituelle, comment elles sont tes bottes? Alors mes bottes, elles sont de 2 couleurs. Elles peuvent être blanches une partie de la semaine quand je suis à l'abattoir pour la partie volaille, mais elles peuvent être aussi marron quand je suis au milieu des ateliers de volaille ou de bovins. Donc voilà, elles peuvent être multicolores. Donc t'en as 2 paires. J'en ai 2 paires. Ok. Voilà. Ton enfance, elle ressemblait à quoi? Mon enfance, elle ressemblait à quoi? Elle ressemblait, je pense, à beaucoup de ce que pouvaient vivre les enfants d'agriculteurs dans une ferme. Donc c'était simple, autour de valeurs de la famille, autour de savoir se satisfaire de ce qu'on a. C'est des choses qui m'ont marqué, ça. Mon enfance, elle était dans un modèle agricole où les grands-parents étaient sous le même toit que mes parents. Donc ça a certains avantages pour le passage de tradition, de culture, d'histoire. Donc c'était ça mon enfance. C'était finalement beaucoup de partage avec des copains, à faire des choses sur la ferme, à partager des moments simples mais tellement vrais, autour de construction de cabanes, de petites bêtises qu'on pouvait faire. Alors lesquelles? Moi je veux savoir. Oh, rien de extraordinaire, non, mais c'était des petites bêtises donner à manger à des animaux alors que c'était pas leur, en fait, des petites choses comme ça, mais qui étaient en lien, je dirais, avec ceux qui avaient sur l'exploitation. Donc mon enfance, elle était simple, mais à la fois simple et saine,
Elle était à l'époque très déconnectée de tout ce qui est réseaux sociaux parce que ça n'existait pas. Donc elle était beaucoup dans l'imagination qu'on pouvait avoir avec les copains je dirais, à occuper nos journées, mais je trouve que humainement, c'était très enrichissant. Donc je pense que pour moi, j'en garde un très bon souvenir. Et alors, à 15 ans, tu ressemblais à quoi? À 15 ans, j'avais certainement une coupe au bol. Parce que ça devait être à l'époque certainement la coupe qui était à la mode. Je ressemblais à quoi? Je ressemblais à quelqu'un qui faisait pas mal de sport. J'étais passionné de foot, donc je jouais au foot, donc j'étais certainement plus affûté qu'aujourd'hui en termes de conditions physiques. Et j'étais déjà très passionné, engagé au niveau de l'exploitation, parce que depuis tout petit, en fait, j'ai toujours eu ça à l'idée. Je savais depuis tout petit que c'était ce métier-là que je voulais faire. T'as jamais douté de ton choix, ouais. Jamais. Du coup, t'as eu un parcours scolaire qui a toujours été orienté vers l'agriculture. Toute ma scolarité a été orientée, après le collège, bien sûr, vers l'agriculture, et donc je suis un pur produit de la ROC, 5 ans à la ROC. Et j'ai jamais débraqué de ça, en fait, ça a toujours été mon fil conducteur. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui nous ont toujours parlé du métier avec les réalités, en fait, en nous mettant les réalités en face, sans masquer ni même exagérer d'un côté ou de l'autre, et en nous laissant le choix, mais en valorisant quand même le fait que ce métier pouvait être très épanouissant. Donc je pense que ça a contribué aussi au fait que ce choix s'oriente vers ce métier-là, parce que nos parents, et ça je les en remercie, nous ont toujours parlé positivement du métier. Et donc d'ailleurs, on avait l'exemple de maman qui avait fait le choix de s'installer comme agricultrice et de reprendre l'école, la formation pour pouvoir prétendre aux aides jeunes agriculteurs. Donc pour nous aussi, c'était certainement des marqueurs forts qui nous ont incité au fur et à mesure après du temps à revenir sur l'exploitation familiale. Mais pour moi, c'est sûr que ça a été un élément déterminant qui m'a conforté dans ce choix-là, même si ce choix était fait depuis un moment, quoi. D'accord. La ferme on va revenir un peu sur qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, mais du coup quand tu étais enfant, ado, il y avait quoi comme production? Enfin, c'était quoi son orientation? Alors, l'histoire de la ferme, en fait, au départ, c'était une exploitation assez classique par rapport à ce qu'il y avait sur la commune ou sur le territoire un peu plus large. C'était des vaches laitières, historiquement. Donc, on était dans un secteur où il y avait beaucoup de production laitière. Et donc, papa fait un GAEC en 79, qui a duré 4 ans. Donc, à cette époque-là, ils avaient transféré le troupeau de vaches laitières sur notre exploitation. Et sur l'exploitation familiale, il y avait l'élevage des génisses laitières. Et donc, ils ont dissous le GAEC, en fait, en 83, juste avant les quotas. Et donc, papa a continué à faire de l'élevage de génisses laitières. Donc, Primostein, et à l'époque, quand j'étais sur l'exploitation, quand j'étais jeune sur l'exploitation, c'était l'activité d'élevage de génisses laitières. Je dirais qu'après la période clé qui a été vraiment et qui est un marqueur par rapport à l'histoire des productions sur l'exploitation d'aujourd'hui, c'est l'année 90. En fait, 90, c'est l'année où ma maman s'est installée comme agricultrice et donc a décidé de mettre en place un atelier de volailles. Donc c'est aujourd'hui, je pense, comme je dis souvent, c'est mes parents qui ont eu ce courage-là de s'orienter vers cette production-là, cette production qui était embryonnaire au départ. Aujourd'hui, c'est devenu la production principale, mais je dirais que le mérite leur revient parce que c'est eux qui ont eu le courage de se lancer dans quelque chose qui était complètement atypique. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être une petite anecdote là-dessus tout à l'heure par rapport à cette production-là, mais voilà. Et après, donc, dans ces années-là aussi, papa a fait le choix d'orienter, de changer d'optique sur la partie bovine et de mettre en place un troupeau de limousines pour produire dans un deuxième temps du veau d'Aveyron des marches qualité. Mais voilà, donc sur ces périodes, quand j'étais jeune sur l'exploitation, il y avait ces productions-là, donc il y a eu déjà un petit peu de changement et de réorientation. Cette réorientation des années 90 a vraiment été déterminante par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr. Après tes études, donc si tu as fait 5 ans, et j'imagine que tu n'as pas redoublé, tu as fait un BTS. Voilà, tout à fait. Du coup, tout de suite, tu t'es installé? Non, je me suis pas installé tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme la partie volaille m'intéressait, que maman avait mis ça en place, et donc c'était dans les années 98, donc ça faisait déjà 7-8 ans que la production s'était installée, que c'était quelque chose qui me motivait, qui me plaisait, la volaille, que j'avais bien conscience que localement s'agrandir ça allait être compliqué parce qu'il y avait quand même une pression foncière forte. Il y avait une densité d'agriculteurs qui est encore aujourd'hui réelle mais moins, mais il y avait une densité d'agriculteurs assez importante, donc
c'est une chance, hein, au contraire, c'est une vraie chance pour nos territoires quand il y a de la densité agricole. Et donc l'agrandissement paraissait assez compliqué à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je me suis dit, à s'installer, on va faire le choix de développer et de forcer le trait sur l'activité volaille. Et donc, comme on était en Aveyron et que l'activité volaille n'est pas forcément une production développée, et où notamment tout ce qui est appui technique, conseil n'est pas forcément présent. On voyait bien et je voyais bien en échangeant avec mes parents que sur les aspects techniques, on allait buter sur un certain nombre de problématiques, qu'on avait besoin donc d'avoir de la formation autour de ça, de la connaissance, de l'expertise. Donc à ce moment-là, après mon BTS, j'ai travaillé 1 an et demi au service remplacement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'allais beaucoup chez Claude Philippe. Parce qu'à ce moment-là, il était au national. Voilà. Ok, encore, il faut écouter l'épisode de Claude. Qui à ce moment-là a été élu au niveau national, au niveau du CNJA, à l'époque ça s'appelait CNJA. Voilà, et donc c'est là aussi certainement que j'ai été biberonné au syndicalisme, même si papa a été très engagé aussi, mais par rapport au JA, c'est chez Claude que j'ai pu découvrir tout ça et partager tout ça. Donc j'ai travaillé 1 an et demi au service de remplacement, et après je suis parti faire une formation de 4 mois en Bretagne à Saint-Brieuc. J'ai fait un certificat de spécialisation volaille, donc dans une région où la volaille est une production importante, et donc il y a la compétence, il y a les niveaux de formation de qualité, il y a beaucoup d'entreprises autour du monde de la volaille qui sont présentes là-haut, donc ça a été vraiment une formation pour moi très riche, déterminante, et elle a été suivie d'un mois de stage qui là aussi a été un élément majeur dans la trajectoire qu'on a souhaité donner ensuite à l'exploitation. J'ai fait mon mois de stage à la coopérative Maïsadour dans les Landes. D'accord. Parce que l'idée c'était de découvrir comment ils pouvaient faire du poulet dans les pins, donc dans ces espaces. Et donc j'ai fait mon mois de stage là-bas, et avant de m'installer, mes parents sont partis une semaine de vacances dans les Landes et je leur avais organisé un petit périple pour aller visiter un certain nombre d'équipements pour les convaincre que par rapport à mon projet d'installation, il y aurait certainement des choses à construire autour de ce qu'ils avaient pu voir là-bas. Et donc c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Voilà. Donc et ce mois de stage à l'ELAM a été pour moi aussi quelque chose de fondamental dans mon projet d'installation derrière, dans la façon dont je voulais concevoir le développement de l'atelier volaille sur l'exploitation. Et puis au-delà de ça, ça nous a permis, et c'est encore aujourd'hui d'actualité, ça m'a permis de construire un réseau de connaissances, de partenaires aujourd'hui sur le monde de la volaille. Et ça, je crois que c'est déterminant, quoi. Comme je dis souvent, quand on reçoit des jeunes sur l'exploitation, au-delà du niveau de formation que l'on peut avoir, ce qui est fondamental aujourd'hui, à mon sens, dans nos métiers, mais dans beaucoup de métiers, c'est le réseau. Et ça, le réseau, ça s'apprend pas à l'école, ça se construit. Donc pour ça, j'ai la chance d'aimer les gens, donc je dirais que certainement que ça m'aide un peu à construire le réseau, mais ça pour moi c'est fondamental, quoi. Aujourd'hui, pour pouvoir avancer, évoluer, le fait de pouvoir échanger avec des gens d'un peu partout sur le territoire national, ou autre même, hein, c'est pour moi déterminant pour faire évoluer nos structures. Juste pour revenir un peu en arrière, tu pars à Saint-Brieuc, tu as fait toutes tes études au lycée à Rodez, tu as travaillé au service de remplacement de l'Aveyron. Il se passe quoi là? Benoît a 23 ans, il part 4 mois à Saint-Brieuc, il est complètement à l'aise, ou il y a un moment où il est un peu dépaysé quand même par un... Non, il est complètement à l'aise, Benoît, parce qu'en fait, tous ses stages agricoles, il en a fait aucun dans l'Aveyron. Bon, ça va déjà. Il en a fait beaucoup à Le Tarn. Ah, mais non, mais là, ça va pas, là. Voilà. Il a fait beaucoup à Le Tarn. Mais voilà, effectivement, j'ai fait mon stage de seconde à Le Tarn, mon stage de bac dans Le Tarn et mon stage de BTS à la coopérative Copelso. Alors, tu ne sais pas, mais dans chaque épisode, il y a une blague sur les Tarnais. Donc là, tu viens de la faire tout seul. Alors, s'il y a une blague sur les Tarnais, j'en ai une aussi, hein. Vas-y, je t'en prie. Parce que souvent, je dis quelle est la différence qu'il y a entre un Tarnais chauve et un Aveyronnais chauve. Le Tarnais, il achète une perruque, l'Aveyronnais, il va le peindre. Voilà pour le petit clin d'œil au Tarnais, avec qui on a beaucoup d'échanges affectifs. Donc voilà, Benoît, non, le partir à Saint-Brieuc, au contraire, ça a été vraiment là aussi en termes j'ai rencontré des gens d'un peu partout, et c'était vraiment pour moi un moment très particulier. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, on se revoit avec certains membres de la formation. Et bien sûr que pour moi c'est fondamental d'aller voir ailleurs, de voir ce qui se passe. Ça fait partie aussi de notre construction à un moment donné, et ça c'est important quand on a la chance de pouvoir bénéficier de ça, d'en profiter pleinement. Donc tu rentres de ton mois de stage dans les Landes, t'envoies tes parents une semaine en vacances, voilà. Ils reviennent, et là tu t'installes? Ouais, je m'installe parce que
Mon père était quand même, a été agriculteur très jeune. Hein. Très jeune, il a été obligé d'assumer le poste de chef d'exploitation. Donc je pense qu'il était pas usé encore à fond, mais il était pas mal usé. Et puis il avait aussi pas mal de responsabilités à l'extérieur. Il était élu, il était maire de la commune. Et puis donc il y avait volonté de développer. Et donc de toute manière, quoi qu'il arrive, j'avais volonté de m'installer. Donc c'est vrai que j'aurais pu à ce moment-là continuer un petit peu une période de salarié, notamment dans le secteur de la volaille. J'aurais pu continuer à travailler à Maïsadour. Ils étaient prêts, parce qu'ils embauchaient des techniciens. Et j'ai fait le choix en fait de revenir rapidement, de m'installer donc à 23 ans. Alors j'ai pas forcément d'avis positif ou négatif sur ça. Aujourd'hui je regrette pas. C'est vrai que j'aurais pu faire une période de salarié, mais bon, je regrette pas de la façon dont ça s'est déroulé après la suite, donc on y reviendra. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai pas forcément de conseils particuliers à donner à ce niveau-là. Voilà, je crois que chacun le vit à sa façon et avec ce qu'il a en fond de lui et avec ses aspirations. Et puis des fois aussi avec les contraintes qu'il y a sur l'exploitation au moment. Il y a peut-être des fois des moments où il faut revenir parce que il y a pas trop le choix. Voilà. Voilà. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de regret. Après, voilà. Chacun. Mais à ce niveau-là, non, aucun regret. Non. Donc, tu t'installes à 23 ans, donc tu fais tous les papiers, tout ça. À quel moment tu te dis, je suis agriculteur? Déjà, il y a une forme de montée en puissance dans le sens où on avait à l'époque un stage de préparation d'installation qui était assez costaud. On avait 21 jours, je me rappelle, mais qui était super intéressant. Parce qu'on décortiquait beaucoup d'aspects, et notamment tous les aspects technico-économiques, pour faire notre projet. Donc ça reste un bon moment dans mon parcours à l'installation. Finalement, avec des jeunes qui sont installés dans un territoire plus à proximité du mien, donc avec lesquels on est habitué à se revoir maintenant. Et je pense que à un moment donné, alors c'est assez marrant, mais j'ai toujours aimé les aspects de convivialité et de partage. Et j'ai souhaité, quand je me suis installé, le marquer. Et donc j'ai invité tous les agriculteurs de la commune, entre guillemets, à fêter mon installation. Voilà, parce que je trouvais que voilà, quand on s'installe dans un environnement avec des voisins, et on sait l'importance que peuvent avoir les voisins. C'est aussi le partage qu'on peut avoir après à travers des structures communes comme les CUMA. Et je pense que de passer aussi ce moment de convivialité entre nous, entre donc tous les agriculteurs de la commune, et j'avais invité aussi tout ce qui gravite autour d'une exploitation. Donc j'avais invité mon mécano, j'avais invité bien sûr mes copains de BTS, et ça, je pense que ce soir-là aussi, je me suis dit, ben voilà, ça y est, maintenant t'es agriculteur au même titre que tes voisins. Et pour moi, c'était voilà, l'important c'était de pouvoir le partager avec mes collègues voisins, mes collègues agriculteurs. Et je pense que beaucoup s'en rappellent encore parce que c'était assez atypique comme démarche, mais ça me ressemblait. Ouais. Voilà. Et ce soir-là, justement, t'as un moment où c'est absolument que de la joie, ou il y a des moments où tu te dis, putain, je suis quand même agriculteur là. Maintenant, il va falloir. Non, parce que à aucun moment, non, mais j'ai jamais douté sur tout ça. Pour moi, ça reste tellement un métier extraordinaire et passionnant, même si c'est pas tous les jours rose, mais dans tous les métiers c'est comme ça. Des contraintes, de l'exigence, il y en a partout. Donc, moi je trouve que c'est un métier tellement noble que à aucun moment j'ai douté et à aucun moment je regrette. Et je rappellerai, c'est vrai que là aussi c'est la chance d'avoir eu des parents qui nous ont toujours accompagnés, qui nous ont su nous faire confiance, c'est-à-dire nous laisser les rênes, tout en étant à nos côtés, même en tant qu'associés, et en disant, mais si vous faites une bêtise, on l'assumera collectivement. Et ça, je trouve que c'est tellement fort et tellement valorisant. Et c'est une chance parce que c'est pas tout le temps le cas, d'avoir vos parents qui vous disent, eh bien, écoutez, faites, on sera là pour vous accompagner, si on fait une bêtise, on la portera collectivement. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et donc, c'est certainement ce qui nous a permis d'avancer et de tracer cette voie que l'on a tracée, qui nous a mené jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est tout à leur honneur, parce que je me pose souvent la question, est-ce que je serai capable, quand ce sera mon tour... C'est ce que j'allais te poser comme question. d'avoir cette capacité, finalement, à me mettre en retrait, pour laisser la génération future prendre la place. Souvent je me la pose. Est-ce que voilà, donc j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Ce sera certainement quand je serai au pied du mur qu'il faudra trancher ou du moins se la poser de façon encore plus prononcée. Mais voilà, donc ça c'est pour moi, ça a été important. Si tu devais lui dire quelque chose à Benoît là de 15 ans qui joue au foot et qui est plus affûté, tu lui dirais quoi? Crois en tes projets. Donc moi, je vois ta ferme, je sais comment elle est, je vois le paysage. Est-ce que pour ceux qui écoutent, tu peux nous décrire un peu dans quel environnement on se trouve? On est sur le plateau qui est en dessus Villecontal, le plateau qui prolonge Campuac.
en allant vers Lunel. Donc on est sur une zone effectivement plutôt plate, mais quand même un peu vallonnée. Donc on est dans un paysage plutôt un mélange de haies, de bois et de pas mal de prairies. On est dans un environnement où je dirais le bovin est dominant. Il y a qu'un endroit où il y a quelques poulaillers. Voilà, avec des volatiles, voilà, donc on est sur une zone où on a des poulaillers qui sont assez récents, donc on le voit en passant au bord de la route, des installations plutôt récentes, voilà. D'accord. Donc tu l'as dit, l'exploitation elle a beaucoup évolué, notamment au moment de ton installation. Est-ce que donc on s'est un peu arrêté dans le récit quand tu t'installes, qu'est-ce qui se passe après au niveau des productions, quels choix vous faites, comment ça évolue, qu'est-ce qui du coup suit ton installation sur l'exploitation? Mais donc, dans un premier temps, je m'installe avec mes parents. Donc, dans un premier temps avec ma mère à deux, parce qu'elle était installée depuis moins de 10 ans, donc il fallait qu'elle reste agricultrice à titre principal, par rapport à la DGA qu'elle avait reçue. Mon père rentre quelques temps après, donc il était conjoint collaborateur, il redevient associé avec nous, donc avec 4 ans. Tout ça, entre autres, pour des raisons on peut se le dire, de fiscalité. Voilà. Vous êtes le chef d'entreprise, hein? Voilà. À ce moment-là, donc on est dans les années 2000, on développe progressivement, mais de façon assez importante, quand même l'activité volaille, en la structurant, tant au niveau de la partie élevage que de la partie des ateliers d'abattage, donc avec des périodes où, au tout début de mon installation, mais on met en place des outils de production, des bâtiments qui nous permettent d'avoir un côté technique mieux maîtrisé et performant. Et puis en parallèle, au bout de 2-3 ans, on refait un abattoir avec là un équipement plus conséquent, plus moderne, plus automatisé. Et on le voit à ce moment-là beaucoup plus grand que ce qu'on avait besoin, mais en se disant ça nous donne la possibilité d'évoluer et d'absorber certainement des volumes qui on pensait aller faire en augmentant. Là, quand tu parles de volaille, donc on est que sur de la volaille chère, enfin Ouais. viande de donc poulet. à l'époque, on faisait poulet, pintade, des volailles festives, du canard, même du canard gras à ce moment-là. Okay. Donc on était très très diversifié. On était sur un mode de commercialisation qui était très orienté marché, particulier, et un petit peu de comité d'entreprise et très peu de réseaux professionnels. Donc ce qu'on appelle réseau professionnel, c'est boucherie, enfin, toutes les structures qui revendent nos produits. Donc au début c'était plutôt ça en fait. On avait continué, on était plutôt sur la lancée de ce que maman a mis en place dans les marchés parce que ça lui ressemblait, c'était dans son ADN. Et donc voilà, donc après on a structuré les choses différemment, mais voilà, au tout début, on s'oriente comme ça. Donc la ferme elle fait 25 hectares à ce moment-là. On est sur une petite trentaine de limousines, un schéma Vaud d'Aveyron. Voilà, donc la volonté c'est de développer l'atelier volaille pour pouvoir, dans un deuxième temps, parce qu'on l'avait déjà à l'esprit, certainement permettre aux autres frères et sœurs, nous à ceux qui le souhaitaient, de s'installer et de venir sur le projet. Sachant que ces projets-là ont toujours été chez nous très partagés, notamment le dimanche autour de la table familiale, ont toujours été très partagés et débattus collectivement. Et je dirais que même ceux qui étaient encore à l'école ou qui étaient dans le monde actif, mais s'intéressaient toujours à ce qui se passait à la maison et gardaient toujours un œil et un pied dedans. Et c'est certainement ce qui, quand on arrivera à la fin de l'histoire, nous permettra de dire que finalement, si tout le monde est revenu, au fil du temps, c'est qu'à un moment donné, tout le monde a été à un moment donné connecté aussi au départ sur le projet et sur cette trajectoire qu'on souhaitait donner et sur laquelle on a échangé souvent à maintes reprises pour savoir dans quelle orientation on partait. D'accord. Donc si je me trompe pas aujourd'hui, et je risque de me tromper, vous faites du poulet de chair, des volailles festives, vous avez abandonné le canard, oui. Canard gras aussi, oui. Et après vous avez des poules pondeuses. Voilà. En gros sur la partie volaille, et les limousines, voilà. C'est ça. Du coup, entre ce moment où vous étiez ultra diversifié et où votre mode de commercialisation était finalement très local et direct, jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi les gros choix et les grosses étapes les gros choix ils se sont faits en fait en fonction aussi des associés qui sont venus se greffer au fur et à mesure. Donc je dirais jusqu'en 2007-2008, les choses sont restées assez figées par rapport à ce qui était au départ. En 2007-2008, c'est là qu'on a décidé en plus des productions qu'on avait, de monter l'atelier poule pondeuse. Alors tout simplement parce qu'on s'est dit, on avait déjà
de 2000 à 2007, commençait à développer l'activité professionnelle auprès des bouchers. Et donc on se rendait compte qu'en livrant ces gens-là vendaient des œufs, mais les œufs ne venaient pas de l'Aveyron parce qu'il n'y avait pas de producteurs sur l'Aveyron. Donc on s'est dit, il y a certainement un marché à capter à ce niveau-là, avec un œuf de proximité, un œuf local. Et donc on a creusé l'idée. Moi, quand j'avais fait ma formation en Bretagne, j'avais vu que l'activité pondeuse était, en rapport du temps passé, certainement une activité qui laissait une rémunération intéressante, qui pouvait justifier aussi donc derrière une installation. Donc Magali a fait le choix de porter ce projet dans son projet. Voilà, Magali, a fait le choix de porter ce projet dans son projet d'installation. Et pour nous, finalement, c'était le cas de le dire, ça me permettait aussi de diversifier notre offre et de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc à ce moment-là, on partait pas de rien dans le sens où on avait déjà un réseau de distribution et un socle commercial. C'est ce qui nous a facilité quand même finalement notre possibilité de mettre en marché ces œufs. Et donc on a attaqué de façon assez, je dirais, raisonnable et raisonnée, en mettant un premier lot de poules de 1400 poules. Sachant que le bâtiment, la salle de ponte était prévue pour 2000, mais on n'a pas attaqué d'entrée à 2000. On a voulu commencer à y aller progressivement. Et rapidement, donc on a vu que ça prenait et que la place de cet œuf sur le marché local, il trouvait pleinement son lieu et son choix. Et donc pour pousser ça, on a organisé aussi à travers des visites un package avec un restaurant qui est juste à côté de chez nous qui s'appelle l'Auberge de la Cascade à Polissal, qui recevait pas mal de cartes de troisième âge. Et donc on faisait un mix entre après le repas, ils venaient visiter l'exploitation. Et donc on leur faisait payer la visite, et ils repartaient chacun avec un cadeau. Et le cadeau, c'était une boîte de 6 œufs pleine, bien sûr, qui ramenaient chez eux. Et pour nous, c'était une façon aussi de promouvoir le produit et de faire en sorte que quand ils allaient se retrouver à aller faire leurs courses dans les commerces locaux, ils puissent se repérer et faire le lien entre la boîte qui leur avait été donnée et celle qui trouvait le rayon. Donc ça nous a permis rapidement de monter en puissance et donc d'arriver finalement à 4000 poules pondeuses et aujourd'hui plus, mais à ce moment-là de monter à 4000 poules pondeuses, donc de bien installer cette production au niveau de l'exploitation. Donc ça a été un élément marquant. Un autre élément marquant, ça a été aussi dans ces années-là aussi, donc Valérie, qui était pas deuxième sœur, voilà, qui était pas du tout elle, par contre, même si elle était toujours très attachée à la maison et au projet qui s'y faisait, elle a eu une formation d'ingénieur en tourisme rural. Elle était dans une entreprise à Clermont-Ferrand qui ont des villages de vacances, donc elle était dans le marketing. Et donc elle est venue au moment où on a lancé l'activité pondeuse pour créer la marque, tout ce qui était le packaging, tout ça. Et là aussi ça a été, de par sa compétence, ça a été un élément déterminant dans la progression de l'exploitation. Et donc et aujourd'hui d'ailleurs c'est elle qui porte toute la partie commerce. Et donc ça aussi ça a été un élément structurant dans notre progression. Ensuite, progressivement, les surfaces ont un peu évolué d'exploitation. On est passé de 25 à une quarantaine d'hectares. Et puis après, on a fait un bond plus important en 2015, je crois, par là. On a repris une soixantaine d'hectares, donc pour arriver aujourd'hui à 100 hectares. Et donc, c'est aussi dans ces années-là où le dernier Anthony s'est installé. Donc, à ce moment-là, on a conforté encore un peu plus l'atelier bovin-viande. Donc, d'une trentaine de vaches, on est passé à 65. Et je dirais que, voilà, sur cet espace de temps d'une vingtaine d'années, donc il y a eu 4 installations, dont les 4 frères et sœurs. Et ce qui est aujourd'hui entre guillemets notre force, c'est que en fait on a tous des niveaux de formation corrects, voire pour certaines les filles plutôt plus. et avec surtout, je dirais, un panel de compétences qui est très diversifié et varié et à la fois très complémentaire. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment cet élément-là qui est pour nous un élément fort sur notre structure, c'est la diversité, la compétence. Parce que finalement, on a tous les maillons de la chaîne, de la production jusqu'à la commercialisation. Donc, on peut pas être bon partout, c'est pas vrai. Et donc, le fait d'être un collectif comme ça nous permet de couvrir à peu près l'ensemble des domaines. Et aujourd'hui, je pense que c'est une vraie richesse pour nous, quoi. Voilà. Et toi qui es le grand frère, quand tu les as vus tous arriver, les 3 petits, ça se passe comment, l'intégration dans le GAEC, en fait? Mais la chance que l'on a, c'est que il y a plusieurs productions, il y a plusieurs domaines. Je dirais que chacun peut trouver son intérêt par rapport à ce qu'il aime et ce qui le motive le plus. Donc après, c'est vrai qu'en étant le plus âgé et le premier à être installé, c'est peut-être moi qui avais à un moment donné le plus comment dirais-je, la connaissance de l'ensemble des maillons, de par l'histoire et de par le fait que j'étais le premier installé. Mais aujourd'hui, en fait, chacun a son domaine, chacun porte un peu sa partie, et après on essaye de temps en temps, même si c'est pas toujours évident, de se voir pour
pour mettre en commun et partager. Alors si on se voit quand même sur des moments importants et stratégiques où les investissements conséquents, là bien sûr ce sont des moments où ces aspects-là sont partagés. Mais non, aujourd'hui pour moi c'est une vraie, avec le recul, c'est une vraie réussite dans le sens où il y avait rien qui donnait un signe comme quoi on allait revenir tous les quatre. Je dirais même que quand mes parents se sont installés, ont lancé l'activité volaille. Là, je refais un retour en arrière. Je pense que beaucoup dans l'environnement de proximité ont dû se dire, mais enfin, ceux-là, ils croient vivre avec des poulets. Enfin, c'est un pays où on fait des vaches, des brebis, mais vivre avec des poulets à Saint-Félix-du-Lunel, enfin, je sais pas ce qu'ils croient, ceux-là. Et je pense que les mêmes qui pensaient ça, notamment certains agriculteurs, aujourd'hui, ont plus personne sur l'exploitation. Donc, ils ont pas, leurs enfants ne sont pas restés. Et nous, finalement, le petit clin d'œil de l'histoire, c'est que les 4 frères et sœurs sont revenus et ils sont sur l'exploitation. Mais au-delà d'être les 4 frères et sœurs, il y a quand même eu la création, au fil du temps, de 7 emplois équivalents temps plein. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est 11 à travailler sur cette exploitation. Et ça, pour moi, honnêtement, c'est une vraie fierté dans le sens où cette capacité à pouvoir créer de l'emploi comme ça, localement, autour de l'agroalimentaire, je pense que pour moi c'est une vraie fierté. Ouais. Comment vous faites concrètement à 4 ans, avec en plus des compétences très différentes, donc j'imagine des temps où vous êtes très occupés, différents dans la journée aussi. Comment vous faites pour décider tous les 4 en fait? Bon, après, il y a une forme d'autonomie sur certaines des prises de décision. On se réunit pas tous les 4, mais après, aujourd'hui, on essaye de fonctionner quand même, de se servir des outils modernes. Donc, on a un groupe WhatsApp à tous les 4. D'accord. Donc, pour nous, c'est parce que on a été obligé d'arriver à ça parce qu'on avait des difficultés finalement à trouver des moments où on se voit tous les 4. Donc, le moment choisi n'est pas toujours le même pour tout le monde, ou correspond pas forcément à tout le monde. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est un outil qui, par rapport à la diffusion d'informations entre nous, est pas mal et on s'en sert pas mal. Donc sur des informations assez classiques et basiques, mais quand même, ça permet que tout le monde ait le même niveau d'information au même moment. Et donc on fait en partie comme ça, et après, en fonction des périodes, ou si la conjoncture comme actuellement elle est un peu plus compliquée sur tout un tas de paramètres comme sur l'évolution des coûts de production et tout ça, là on essaie de se voir plus fréquemment, 1 fois par semaine. Même pas longtemps, ne serait-ce que demi-heure, 1 heure, mais on essaye pour pouvoir partager aussi les éléments. Comme chacun a un domaine d'action, aussi à un moment donné, il faut qu'il amène les éléments pour pouvoir déterminer et voir quelle décision on prend. Donc voilà, on essaye quand il y a des moments ou des périodes un peu plus tendues par rapport au contexte comme le contexte actuel, on cale un rendez-vous par semaine pour échanger sur toutes ces questions-là. Est-ce que vous en parlez encore le dimanche midi? Non, alors le dimanche midi, maintenant, chacun a eu ses vies de famille qui ont évolué, donc après on n'est pas forcément tous les dimanches midi ensemble. Mais après, oui, ça reste dans ces périodes-là restent dans nos mémoires, ça c'est sûr, elles ont été déterminantes, mais ça peut arriver encore aujourd'hui, même si c'est moins fréquent. D'accord. Concrètement, on fait comment pour faire de la viande de volaille et des œufs? Parce que tu es le premier que je rencontre qui fait cette production. Concrètement, déjà, pour nous, ce qui était important, c'était de se positionner sur quelque chose de qualité, forcément élevé en plein air. Même si on voit qu'aujourd'hui, avec le plein air, des fois, on est confronté à des problèmes sanitaires qui nous font toucher du doigt que c'est pas toujours aussi simple que ça. Avec la grippe aviaire. Avec la grippe aviaire. Et donc, il faut en permanence essayer d'adapter nos structures et nos équipements. Et d'ailleurs, c'est à l'occasion de la dernière crise de grippe aviaire qu'on a refait l'ensemble de nos bâtiments pour justement pouvoir, en cas de pépins sanitaires comme ça, pouvoir avoir des bâtiments qui nous laissent la possibilité de maintenir nos animaux à l'intérieur avec des densités acceptables, et pour que, je dirais, le bien-être animal soit bien sûr un élément respecté, mais au-delà de ça, pour que, je dirais, les animaux soient dans un environnement qui leur permette techniquement aussi d'avoir une croissance qui doit être celle qu'elle doit être. Donc aujourd'hui, bien sûr, ce sont des animaux de plein air, et puis on a fait aussi ce choix-là d'avoir une alimentation particulière pour nos animaux. Ça aussi, ça a été dans les choix stratégiques. Et aujourd'hui, ça fait rappel à ce qu'on vit actuellement avec la crise en Ukraine, entre autres, sur l'approvisionnement de nos matières premières. On est rentré il y a 6-7 ans de ça en démarche Bleu Blanc Cœur. Alors, la démarche Bleu Blanc Cœur, c'est
Ce qu'on y trouve donc d'intéressant dans cette démarche, c'est que les éléments qui sont avancés sont mesurables. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir apposer le logo sur nos produits, il faut qu'on ait en amont, validé par analyse, la teneur en oméga 3, oméga 6 de nos viandes, de nos œufs. Et donc cette teneur en oméga 3, oméga 6, elle est issue de ce qu'on met dans l'assiette de nos animaux. Et notamment, alors au tout début c'était surtout de la graine de lin, mais aujourd'hui on a diversifié, on met de la faverolles et d'autres matières premières de ce style. Donc ça c'était pour nous un élément important, de pouvoir mesurer ce qu'on avance, et donc de pouvoir le justifier par le côté scientifique. C'est assez fondamental pour nous. Je trouve que la démarche Blanquer, elle est vertueuse dans le sens où on considère que, un peu, je dirais, la signature de cette démarche, c'est mieux nourrir l'animal pour mieux nourrir l'homme, parce que tout est lié, en fait. C'est là qu'on se rend compte que tout est lié. Et donc c'est important aussi, surtout quand on s'adresse au consommateur final, de pouvoir proposer un produit qui amène aussi ces qualités-là et ces rapports oméga 3, oméga 6 par rapport à son alimentation. Je pense qu'on est... C'est une démarche qui est peut-être un peu confidentielle, c'est-à-dire elle est peut-être pas très connue encore, mais j'ai l'impression que ça fait son chemin quand même, parce que les gens s'interrogent aussi sur toutes ces questions d'alimentation. Et puis il y a une autre démarche qui me paraît intéressante à travers le cahier des charges Blue Blanquer, c'est aussi de valoriser des protéines locales pour essayer donc de moins se dépendre de la protéine style soja Amérique latine ou Amérique, entre autres. Et je crois que donc effectivement ça fait un clin d'œil à ce qu'on vit actuellement, c'est toutes ces questions autour de notre dépendance sur tout un tas de domaines, y compris sur les matières premières pour alimenter nos animaux, cette dépendance à d'autres continents. Et donc on s'y greffe dessus toutes les problématiques de transport, de carbone, de responsabilité sociétale, toutes ces questions qui viennent nous percuter. Et je trouve que dans cette démarche on y retrouve un peu tout ça, et il y a ce côté vertueux pour essayer de faire une production bien sûr de qualité, performante, mais en essayant de respecter des équilibres et peut-être en remettant certaines choses à leur place, en remettant un peu l'église au milieu du village. Et je trouve que ça donne du sens aussi à ce que l'on fait, à la façon dont on le fait, au message, à l'histoire que l'on vit, qu'on peut raconter à nos consommateurs, parce que les consommateurs sont en attente aussi d'histoire, d'authenticité. Et je trouve que cette démarche Blue Blanquer, pour moi, nous on s'y retrouve dans le sens où elle amène un certain nombre d'éléments qui, pour nous, dans la façon d'exercer notre métier et dans notre relation aux citoyens et aux consommateurs, nous convient. Donc pour nous, la démarche Blue Blanquer est porteuse de sens et d'avenir, parce que je pense qu'elle est d'une démarche un peu pas très connue, elle va prendre son importance. Je suis assez optimiste sur cette approche-là. D'accord. Il y a un agriculteur qui nous a dit dans un podcast que vous étiez de valeureuses personnes. Tu partages ou pas? De valeureuses personnes. Je pense que si on revient quand même à l'actualité récente et tout ce qu'on vient de traverser depuis quelques années, les gens se sont rendus compte quand même de l'importance et la place qu'on doit accorder à l'agriculture et aux agriculteurs. C'est des métiers essentiels, on l'a bien vu, au même titre que il n'y a pas que l'agriculture qui est un métier essentiel, hein. Tous les métiers autour de la santé, bien sûr, sont des éléments. Il y a des métiers comme ça sur lesquels on peut pas faire les choses à moitié et considérer les choses à moitié. C'est vital pour l'humanité. Et là, plus récemment, on se rend compte que finalement notre autonomie alimentaire, elle est chahutée, et des choses que l'on croyait acquises, qui nous semblaient irréversibles ou qui étaient de notre temps, nous rappellent que rien n'est jamais acquis, qu'il faut être vigilant, que tout peut changer du jour au lendemain, et que le métier d'agriculteur a une place stratégique et centrale pour l'humanité, et dans toute l'humanité. On voit bien que, suivant où les problématiques émergent sur le globe, elles n'ont pas le même impact. Mais quand elles sont sur un endroit stratégique pour l'alimentation de la planète, on voit rapidement les tensions que ça peut amener et comment ça peut mettre en danger l'humanité. Donc j'espère que ces crises-là nous permettront aussi de reconsidérer certaines choses, et que où est l'essentiel et où est le superficiel. Parce que dans une société où le superficiel a tellement pris de place qu'on en oublie l'essentiel. Et j'espère que par rapport à ces turbulences que l'on vit, mais le métier d'agriculteur va retrouver toute la place qu'il mérite, tout le sens qu'il doit avoir. Et j'espère aussi finalement que ça pourra aussi, parce que c'est un enjeu de demain, susciter de nouvelles vocations, parce que le renouvellement de génération, qui je dirais un des dossiers phares des jeunes agriculteurs et qui est tout à fait légitime,
est un enjeu majeur pour demain. Et je crois encore énormément au modèle d'agriculture familiale performante, au modèle d'agriculture familiale de la façon dont je le vis, parce que je trouve qu'elle a tellement de valeurs et de vertus que il faut qu'on ait des gens qui soient motivés encore et qu'on motive pour faire ce métier, parce qu'honnêtement c'est important et c'est essentiel pour notre humanité. Alors juste pour préciser un terme, l'agriculture familiale, c'est pas forcément des gens qui viennent d'une famille agricole qui sont agriculteurs, mais c'est un type d'exploitation qui en fait n'est pas trop gros, n'est pas non plus trop sous-dimensionné, mais qui correspond en gros à la vie d'une famille. Tout à fait. Voilà, c'est juste pour expliquer, parce que c'est tout à fait. Oui, c'est pas forcément un lien direct. Voilà, c'est ça. Si vous êtes des valeureuses personnes, c'est quoi tes valeurs à toi? Ben, je crois que la première, c'est le travail. T'es avéronné, quoi. Le travail, l'importance, je le vis au quotidien de la dimension familiale, le partage avec les autres, parce que, comme je dis souvent, la vie n'a de sens que si elle est partagée, donc on peut pas vivre sur une île comme ça, il faut aussi, ce qui nous fait grandir, c'est les échanges que l'on a avec notre environnement. Ouais, je pense que, voilà, je t'en ai dit quelques-unes, il y en a certainement d'autres, mais c'est celles qui me viennent le plus rapidement à l'esprit. Si je vais voir tes associés et que je leur demande de me parler de toi, à ton avis, ils vont me dire quoi? Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire que j'ai souvent, pas une idée à la minute, mais pas mal d'idées, ou de projets. Que je suis exigeant. Voilà, après je sais pas, il faudrait leur demander d'ailleurs. Ce serait le plus simple. Quelle est la dernière chose que tu as achetée pour ton métier? Bon, il y en a eu plusieurs, mais on va dire celle qui a été une machine pour pour travailler à l'abattoir. D'accord. Le dernier film que tu as aimé? Ah, ça c'est tout récent, parce que je vais pas souvent au cinéma, et c'était cette semaine, c'était La Brigade. D'accord. La dernière recherche Google que tu as faite? La dernière recherche Google que j'ai faite, alors là, j'ai dit ça, il me faut alors des avis, ok. Je vais te dire, qu'est-ce que c'était. Je cherche souvent sur des noms de personnes, mais c'était sur une appli, Lydia. D'accord. La dernière musique que tu as fredonnée? Ah, la musique de Aznavour du Crédit Agricole, de la pub. On la voit souvent la pub, et donc voilà. Je suis un peu. T'es un peu dans la maison. Ouais. Tu es fier de quoi aujourd'hui? Je suis fier de quoi? Je suis fier de la trajectoire qu'a eu l'exploitation. Je suis fier des valeurs et de l'image qu'elle véhicule. Et je suis fier aussi de voir que mes enfants, mon fils entre autres, mais aussi mes nièces, soient finalement aussi, comment dirais-je, soient attachés à ce que l'on fait, à la façon dont on le fait, et ont l'air de le vivre très positivement, et ont l'air d'être fiers de ce qu'on a construit. Donc ça, pour moi, c'est des petites satisfactions, mais qui pour moi sont énormes. Dernière question. Comment tu t'y sens dans tes bottes? Ouais, dans mes bottes, je m'y sens bien. Voire très bien, parce que ouais, je me plais à ce que je fais, donc voilà. Merci Benoît. Merci Mathilde. On peut produire pour une marque de qualité à condition que les promesses soient scientifiquement mesurables. On peut avoir fait de son métier un lieu de partage, au point de faire une fête pour en célébrer le commencement. On peut avoir fait tous ces stages dans le Tarn, mais connaître de très bonnes blagues sur les Tarnais. Enfin, on peut avoir bénéficié d'un soutien sans faille de ses parents et être fier de perpétuer le travail en famille. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt dans de nouvelles bottes.